recevons nos illustres journalistes, modèles, maîtres, Francis Kunz et Michael Kull. Ah oui. C'est une spéciale Groland. J'ai mon passeport, mon permis de marcher, mes billets de 0 euro. Je pense que je suis paré. Vous savez que c'est l'heure du thé en plus. Oui. Vous n'avez pas être déçu. Bah, j'entends les pop. C'est les pop de 17h, ça. Oui. Ben oui, vous écoutez France Inter. Les infos de Laetitia Gaillet. Pas d'école aujourd'hui pour les élèves de l'école Les Tamaris de Béziers qui a été détruite ce week-end par un incendie. En lieu et place, une cellule psychologique. Le bâtiment ne pourra pas être rénové, trop fragile, il doit être rasé. 300 élèves sont donc depuis ce matin sans école. Ils vont être accueillis à partir du 12 novembre dans d'autres bâtiments de la ville. Au-delà de l'émotion des parents d'élèves, nombreux sont ceux qui s'interrogent pour la suite de la scolarité. Stéphane Peucher. L'affectation n'est que temporaire, mais inquiète forcément les parents. Nadia a 2 enfants dans cette école. Elle craint que leur scolarité soit impactée. Pour les enfants, ça va être dur, ça va faire une 2e année scolaire. Là, ils avaient à peine repris leur repère après 2 mois de vacances. On connaissait les parents, on connaissait les enseignants, on connaissait tout le monde. Les enfants se posent aussi beaucoup de questions. Anthony, en CM2, ne comprend pas pourquoi son école a brûlé pendant les vacances. On a perdu nos affaires scolaires, nos trousses, nos souvenirs, nos photos de classe et tout le reste pour travailler. Je suis vraiment triste. Un élan de solidarité s'est naturellement mis en place. De nombreuses communes ont proposé du matériel de bureau ou encore mis à disposition des salles de classe. Il y a une réactivité dans cette difficulté. Jean-François Klein, le directeur de l'école élémentaire. Et c'est la réponse qu'on attendait parce que attendre, c'est vraiment rajouter de la douleur à tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Quant à la destruction de l'école, elle devrait se faire très rapidement, précise le maire Robert Ménard. L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible. On ne peut pas dire à des gosses comme ça, tu vas aller pendant une semaine là et ensuite pendant 2 mois ailleurs. Maintenant, il va falloir reconstruire une école. C'est 2 à 3 millions. Moi, la question que je me pose, c'est où on va prendre cet argent. J'espère que l'État va nous aider et que les engagements d'aujourd'hui, ça ne va pas être oublié demain. En attendant, des préfabriqués seront installés d'ici la fin de l'année pour que les élèves suivent leur scolarité dans de bonnes conditions. Et c'est un adolescent de 15 ans qui est soupçonné d'être à l'origine du départ de feu. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, le chapiteau du cirque qui lui a été incendié ce week-end sera reconstruit dans moins d'1 an. Promesse aujourd'hui du président des Yvelines. Pas question, dit Pierre Bédier, de céder devant la folie de quelques crétins. Ce matin, Édouard Philippe, le Premier ministre, avait lui choisi d'autres mots, imbécile et irresponsable, pour qualifier les auteurs de l'incendie. 2 personnes, dont un mineur, ont été interpellées. Les cambrioleurs de la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques sont toujours en fuite. À l'aide d'une voiture bélier, ils ont enfoncé la nuit dernière une porte en bois massif datant du Moyen-Âge. Puis ils ont volé des objets d'art, calices, orfèvreries et autres ostensoirs. Valeur inestimable selon le maire de la ville. La cathédrale est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 9 TGV sur 10 circuleront cette semaine sur l'axe Atlantique. La direction de la SNCF confirme aujourd'hui la reprise du travail au centre de maintenance des trains à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Le trafic devrait être normal la semaine prochaine. À l'étranger, quand le régime accentue la répression en Irak, au moins 3 Irakiens ont été interpellés pour des messages de solidarité sur les réseaux sociaux. Solidarité aux manifestations qui réclament le départ du gouvernement. L'information est donnée par l'ONG Human Rights Watch. De nouvelles manifestations ont d'ailleurs eu lieu encore aujourd'hui près du siège de la télévision d'État à Bagdad. Selon des témoins sur place, les forces de sécurité ont à nouveau tiré à balles réelles sur les manifestants. Imaginez une brume nauséabonde, des yeux qui piquent, des difficultés à respirer, des écoles fermées, des chantiers à l'arrêt. C'est la pollution à New Delhi, en Inde. Elle a atteint un nouveau pic, l'enfer pour ses 20 millions d'habitants. La circulation alternée a été mise en place, mais franchement, Nathanaël Charbonnier, ça ne change pas grand-chose. Le chiffre provient de l'ambassade américaine de New Delhi. Elle a relevé un taux de particules fines de 469 microgrammes par mètre cube d'air. En comparaison, ce taux est de 6 à Paris. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser une concentration de 25. Autant dire qu'on est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, avec un risque inévitable sur la santé humaine, car ces particules, une fois inspirées, peuvent s'infiltrer dans le sang et à long terme déclencher des maladies cardiovasculaires ou encore des cancers du poumon. Pour tenter de faire face, les autorités ont donc pris un certain nombre de mesures assez dérisoires. Objectif, réduire l'épais brouillard de pollution. C'est ainsi que des avions ont été détournés de l'aéroport, que la circulation a été restreinte ou encore que des masques ont été distribués. La mesure la plus insolite revenant au ministre de la Santé qui a recommandé aux Indiens de manger des carottes. Pourquoi des carottes ? Tout simplement parce qu'elles permettent d'avoir une meilleure vue et donc de mieux voir dans le brouillard de pollution.
Nathanaël Charbonnier. On ne mérite jamais le prix Goncourt, on a la chance de l'avoir. Les mots de Jean-Paul Dubois aujourd'hui, après avoir reçu donc le plus prestigieux des prix littéraires français. Couronné, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, aux éditions de l'Olivier, son 22e roman, l'histoire d'un homme qui croupit en prison au Québec et qui va se retrouver à partager sa cellule avec un Hells Angel. Le prix Renaudot a lui été décerné à Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges chez Gallimard. Heureux, Sylvain Tesson, tout simplement. Puisse ce Renaudot être aussi un Renaudot à poil et à plumes. Paris, est une escale. Et enfin, pour moi, Paris, c'est l'endroit où je change de quai. Alors ça m'arrive, j'étais en train je vis dans des sacs et là je venais de le poser. C'est l'aventure qui en tout cas m'a le plus arraché à mon réflexe. Moi mon réflexe c'était de voyager, de bouger, d'avancer et tout à coup j'ai appris là la patience et l'attente. En tout cas pour moi c'est une surprise si vous voulez. Vous passez 47 ans de votre vie à essayer de faire bande à part et vous vous retrouvez qu'un bandeau. Sylvain Tesson. 2 histoires d'animaux pour terminer. Un jeune louveteau a été capturé aux portes du parc national du Mercantour. Il avait été aperçu à plusieurs reprises dans la station de sport d'hiver de Valberg. Il était visiblement affaibli. Il a été placé en observation. À Marseille, cette fois, l'homme qui détenait un lionceau en cage dans un garage automobile sans autorisation était condamné aujourd'hui à 1 an de prison avec sursis. Le bébé lion était dans un piteux état quand il a été trouvé l'an dernier. Ulcère aux yeux, intestin gonflé par une alimentation inadaptée. Il file aujourd'hui des jours heureux dans un sanctuaire en Afrique du Sud. 17h06 sur Inter. Aujourd'hui sur France Inter, le 18-20 est en édition spéciale à Berlin. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Le mur est tombé depuis 30 ans. Dans la ville, il n'y en a quasiment plus aucune trace. Alors qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire quand on a 30 ans ? Radio Star Berlin. Ensemble et avec nos invités, on va se promener, entrer dans des lieux. Berlin a 30 ans et nous y sommes. Le 18-20. À tout à l'heure sur France Inter. Ma voiture, c'était comme mon bureau. Je répondais à mes clients, je regardais mes mails, je passais ma vie sur la route et ça roulait. Sauf qu'un jour, quelqu'un a freiné devant moi. Je regardais mon portable et j'ai pas eu le temps de réagir. Aujourd'hui, mon corps ne me permet plus de travailler. Ma femme a arrêté tout ce qui lui tenait à cœur, pour moi. Elle tient le coup, mais pour combien de temps ? Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. France Inter aime Watchmen, la série événement diffusée en exclusivité sur OCS. L'heure a sonné. La menace approche. We convinced ourselves that they were gone. Une immense conspiration est à l'œuvre. Les héros masqués arriveront-ils à nous sauver ? I wear the mask to protect myself. Retrouvez le nouvel épisode de Watchmen ce soir à 21h sur OCS. En partenariat avec France Inter. Par Jupiland sur France Inter. Oui, bonsoir à tous. Vous êtes bien informés, Laetitia Gaillet. J'écoute la radio. Émission spéciale avec une émission culte dedans. Attention. Merci Laetitia pour les infos. C'est parti. « 9h11 dans le bureau de Par Jupiter. » Bon, les amis, aujourd'hui, on reçoit 2 invités de marque. Qui ça ? Des journalistes qui ont une analyse très fine de la société et à la fois coup de poing. Ah Je sais, Audrey Pulvar. Elle a donné son avis sur le voile ce week-end et vraiment on l'attendait tous. Mais non, c'est des reporters aguerris, des journalistes de terrain. Ah ben c'est moi alors, je suis invité. Faut prévenir, mon pull est pas propre. Guillaume, tu ferais bien de prendre exemple. Ils exercent à la télé depuis plus de 25 ans. Alors aguerris, terrain, plus de 20. Ouais. Charles Villeneuve et Robert Namias. Non, c'est Michael Kuhl et Francis Kunz, nos illustres confrères de la présipauté de Groland. Mais Charlie... moi j'ai fait ma demande de nationalité. D'ici 2 semaines, normalement j'ai mon passeport. Ça y est. Oh mon Dieu, on a perdu Charline. Et j'ai déjà ouvert un compte pour placer tous mes billets de 0 €. Non, mais là, c'est vraiment très embarrassant. Dis-lui, toi, Guillaume. Oui, je vais lui dire, Charline, le Groland, en fait, ça n'existe pas. Ah ouais, c'est ça. Puis la Terre est plate et le réchauffement climatique, c'est le chinois. Mais non, ok, laisse Guillaume, je prends le relais. Vas-y, ouais. Charline, où tu la situes sur la carte, la principauté? Facile, c'est pile entre la Serbie, Angoulême et l'Antarctique. Bon, mais tu le sais que Michael Kuhl, en vrai, il s'appelle Benoît Delépine. Tu le sais, ça. Oui, mais quand il est sur le territoire grolandais, c'est Michael Kuhl. Et d'ailleurs, Francis Kunz, dans la vraie vie, il s'appelle Francis Kunz. 16h55, juste avant l'émission. Bon, surtout Guillaume, tu leur dis bien de rester dans leur personnage. Charline, elle est pas prête pour la réalité. Regardez, ça y est, j'ai reçu mon permis de marcher au Groland. Bon, attends, et Juliette, on lui dit pas non plus qu'en fait, Greta Thunberg, c'est une invention de Mark Zuckerberg. Mais non. Oh là là, mais j'en étais sûre. Juliette n'est pas prête non plus. Il n'y a plus qu'une seule personne lucide dans cette émission.
bienvenue dans la Startup de la radio publique, dont voici la devise du jour. Rien ne sert de courir, il faut partir en trottinette électrique. Voici le sommaire. Emmanuel Macron est en visite en Chine, accompagné par 40 chefs d'entreprise et Guillaume Canet. La liste des sujets abordés est plus courte que la liste des sujets qui ne peuvent pas être abordés, bien sûr. Alors bonne chance, président. Alors c'est le grand jour, le jour des Chinois, Chinese Day. Les êtres humains vieux vont être de plus en plus nombreux sur Terre et comme ils ont la réputation d'être plus conservateurs et peu sensibles à la cause écologique, d'aucuns se verraient bien leur retirer le droit de vote. Mais enfin, une généralité, c'est jamais rien qu'une généralité, non ? Comment ça, place aux jeunes? Non mais ça va pas, non? Je suis électrifié, moi, mon vieux. Je décolle, je pète les flammes. Le prix Goncourt a été décerné ce midi au terme d'un repas roboratif. Chez Drouan, bien sûr, au Goncourt, on appelle ça un vote, le repas roboratif. Amélie Nothomb a perdu face à Jean-Paul Dubois, le dernier Belge à recevoir le prix Goncourt. Ça doit être François Weiergans pour 3 jours chez ma mère, je pense. Donnez-moi un titre au hasard et je vous écris en livre en 2 jours. Ah. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Voici la directrice de casting, Juliette Arnaud. Oui, et j'ai réuni une belle équipe. Fans de Groland, avec d'abord celle qui souvent, à la nuit tombée, déclame du Francis Kunz, son fameux haïku particulièrement. Dans Jean du voyage, bien sûr, il y a Jean, mais il y a surtout voyage, loin. Rukiata Ouedraogo. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, de quoi on cause? Aujourd'hui, je vais vous parler des dégâts que Groland a causés au Burkina. Ah oui. Oh non, super. Ensuite, nous aurons celui qui ne se tient plus de joie à l'idée d'affronter Michael Cull, dont il a intégralement plagié l'œuvre. Oh bah si, quand même, un gars blanc d'âge moyen dans la rue avec un micro et un physique de lâche. Guillaume Meurice. C'est bien résumé. Bonjour à tous, bonjour. Je vais vous parler de la réforme de l'assurance chômage aujourd'hui. Je suis allé voir les Français qui s'inquiètent. Sommes-nous devenus un pays de feignasses? Ah ben oui, la question est posée. Eh ben, en tout cas, c'est une bonne question. Et enfin, nous aurons celui qui fait mentir jour après jour Jules-Édouard Moustique dans sa célèbre sentence « Vieillir, c'est comme une peinture de Bernard Buffet, c'est moche ». Voici Hippolyte Girardot. Merci Juliette. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'architecture, d'une femme et de Paris. Et voici ceux qui vont redessiner les contours de l'actualité. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes Michael Cull, très grand reporter. Et Francis Kunz, très petit reporter. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupiter. Nous sommes lundi 4 novembre. C'est aujourd'hui la Sainte Pimpraline dans la Présibauté de Groland. Bonne fête à toutes les pimpralines, pour commencer bien sûr. Groland qui publie son album Souvenir de Groland, publié chez Hugo Dezinge, on dit. Voilà, on dit comme ça. Voilà. Deux singes comme singe. Comme singe. Non, justement, pas comme singe. Ah, pas comme singe, comme deux singes. Voilà, Francis Kunz, grand reporter, éditorialiste, animateur d'émissions littéraires, bien sûr, me reprendra si jamais je commets des erreurs. Notamment grâce aux archives nationales grolandaises, qu'il faut saluer ici, saluer le travail de toutes les équipes. Il s'agit des plus beaux reportages, des plus grandes heures de la Présibauté qui sont racontées ici, les plus fameux articles de presse de son fameux journal Soir Matin, par exemple. Alors, première question à nos deux grands reporters, Francis Kunz et Michael Cull. Je n'arrive pas à croire que vous êtes là parce que vous êtes mes héros, quoi. Vous m'avez tout appris. Emmanuel Macron a récemment évoqué l'esprit français. Au Groland, est-ce qu'Emmanuel Macron évoque aussi parfois l'esprit grolandais? Et si oui, quel est-il? Alors, Emmanuel Macron n'est pas notre président. Nous avons un seul président, malheureusement décédé, mais il l'est pour l'éternité. Non, pas décédé, il est président. Il est président. Voilà. Mais donc, Macron, ce n'est qu'un... C'est la métaphore de l'autre. Écoute, il est extraordinaire, notre Emmanuel Macron, parce que dans la vie, je peux le dire, il travaille à la SNCF, etc. Ouais. Donc on lui fait faire des sketchs absolument atroces, ultra-libéraux, alors que lui, il est archi-contre, mais il les assume et tout. Enfin, c'est vraiment un personnage génial. Voilà. Juliette. Alors, ce gros livre, il ressemble quand même fort, d'après ce que j'ai compris de la préface, au testament de Papy Trompette. Voilà. C'est la fête. Est-ce que, malheureusement, vous ne cherchez pas à nous dire un truc? Qu'on est plus vers la fin que vers le début.
Parce que ça m'a fait une espèce de ressenti un peu aigre-doux. Non, mais à part ça, il y a beaucoup de gens qui font leur tombe avant de mourir. Hein, donc, nous, c'est un choix. On a fait notre émission Souvenir l'année dernière. Là, on fait notre livre Souvenir. Et on attend toujours la mort qui ne vient pas. Mais la vieillesse, la vieillesse, quand même un peu. Non, là, je dois dire que, comme tous les vieux, je suis obligé de porter une lunette pour me regarder de près. Oui. Hein. Et donc, le matin, quand je me lave les dents, je suis pas obligé de me regarder de près. Ça suffit, bon. Mais l'autre jour, je les avais par hasard. Et j'ai vu vraiment un vieux. Merde. Je dis, mais qu'est-ce que ce vieux fait chez moi se laver les dents dans ma salle de bain? Il avait des rides partout. C'est horrible. Non, mais en même temps, c'est pas mal. Nous, on a quand même une chance extraordinaire. C'est comme les vieux ont toujours été partie intégrante de notre émission depuis plus de 25 ans. On va y venir. Donc le fait de devenir vieux, ça gêne absolument personne. Mais c'est bien pour ça qu'on a choisi le sujet numéro 2. Ouais, bien sûr. Et pour Hippolyte aussi. Merci Guillaume. On s'est posé cette question à la rédaction de Par Jupiter. Il est misogyne, raciste, nostalgique de la collaboration. Faut-il inviter Francis Kunz? C'est la question, parce que bon, c'est vrai que votre patron Gros-Loré a mis Zemmour sur son... Oui. Il y a une concurrence déloyale. Comment ça se passe, Francis Kunz? Non, mais ça me fait doucement rigoler. Ça me fait doucement rigoler, le petit Zemmour là qui arrive. Bon, il a vu que ça marchait à Groland et il dit bon, mais je vais faire pareil. Bon, il y a quand même un truc, c'est que lui, il a été beaucoup moins novateur que moi. Parce que moi, ce que j'ai quand même, dès le départ, ce que j'ai montré, c'est que moi, j'étais l'ami des puissants, mais qui parlaient le langage des gens des pecnos, quoi, le langage des pecnos. Et aujourd'hui, on voit que par le monde, j'étais vraiment novateur, puisque, regardez, bon, Trump, il est puissant. Bon, il parle d'attraper les femmes par la chatte. On voit que c'est un intello, quoi. On voit que c'est un intello. Hein. Et de l'autre côté, par exemple, dans les milliardaires, et il parle comme un charretier. Regardez Marine Le Pen, fille de Châtelain, et qui pareil, a un programme d'extrême droite. Alors bon, j'étais largement en avance. Hein, sauf que évidemment, bon, je n'étais qu'un petit envoyé régional, moi. Hein. Ouais. J'allais surtout à Muflin. Bon, ça a changé depuis. Maintenant, je fais même des critiques littéraires. Bon. Donc autant avoir l'original, Francis Kunz. Autant avoir l'original. Non, mais Zemmour sur France Inter en plus. Non, mais Zemmour, il me fait rigoler. Non, il est contre les Arabes et tout le monde. Mais il parle de l'histoire de France pour expliquer tout ça. Bah, il dit non, moi, on n'aime pas les Arabes, on n'aime pas les Juifs, on n'aime pas les Noirs. Bon, bah, voilà, faut le dire clairement. Puis c'est tout. Oui, c'est un Francis Kunz. C'est un peu édulcoré, quoi. On est en dessous. Non, c'est un rigolo. Il a un petit niveau. Mon petit Zemmour, tu me fais bien rigoler. Peut-être un Francis Kunz 2022, peut-être une annonce de candidature, peut-être. Non, parce qu'il aurait ses chances. Ouais, contrairement à Coluche, il passerait, donc c'est ça le problème. Comment ça se passe avec le diffuseur Gros-Loré? Parce qu'on est étonné de toujours vous voir. Il y a une reprise en main de la chaîne, et puis Groland, voilà. Ça, c'est une question qu'on élude en général. Non, parce que... Le fait que mon épouse s'appelle Bolloré, ça a peut-être aidé. Mais bon, ça c'est un hasard. Sans doute. La cousine du vrai, sans doute, parce que ça marche comme ça dans ces milieux-là. Non, on a fait quand même quelques sketchs un peu raides pour voir si ça passait. Et puis on a même un sketch où on faisait jouer un serial killer, fossoyeur des émissions, et puis etc. Puis on a vu que non, finalement, on ne les embêtait pas. Peut-être, ils ne regardent pas. Juliette, une dernière question. Francis, vous faites référence à votre femme, et en parcourant le gros livre, j'étais contente parce qu'il y avait beaucoup de paillardise, et c'est quand même une des marques de Groland. Mais quand même, Groland, vous ne trouvez pas que ça manque un peu de femmes? Écoute, attends, non, c'est à moi. C'est à moi qu'elle a posé la question. Et je vais te laisser répondre. Non, mais je vais te laisser répondre, Benoît, parce que quand Juliette parle, je n'écoute même pas ce qu'elle dit, je la regarde. Preuve qu'il aime les femmes. Non, mais moi je ne mets pas ça en cause, mais c'est vrai que ça, il y a quelques femmes toutes nues, mais sinon. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que... dites, bien sûr qu'il y a des femmes toutes nues. Il y a quelques nichons. Je peux vous... Vraiment, c'est parce que vous n'avez pas regardé l'émission dernièrement, parce qu'au bout de 27 ans d'émission, pour la première fois, une femme, en l'occurrence Claude Perron, a sa rubrique dans l'émission depuis 15 jours. C'est vrai, voilà. Mais elle n'est pas dans le groupe. Alors, c'est pas... mais c'est la nouvelle ère. Elle est même dans le générique. C'est la nouvelle ère. Donc, on vous conseille chaudement, on va reparler évidemment ce gros livre avec le kit de survie au Groland, qui contient l'autocollant, le passeport, le billet de 0 €, le permis de marcher. C'est l'album Souvenir de Groland chez Hugo Dezinge. Et puis, j'en profite pour vous dire que ce soir, sur la chaîne 13e Grue, il y a un reportage passionnant intitulé
intitulé « Passe à 30 mètres de haut ». Depuis que les prostituées sont interdites de racolage dans les rues de la Principauté, elles exercent en haut des grues de chantier. Autant dire que quand elles demandent « tu montes chérie », le client doit être motivé. C'est la promesse de ce reportage diffusé à 21h15 sur 13e grue. Groland est avec nous. Des asticots dans les ruines, ça me dégoûte pour de bon. Dorénavant, je bois du gin avec des sorbets au marron. Quand le printemps balaie la ville, je vais rôder le long des quais avec le collier d'or qu'Émile m'a acheté pour mon birthday. Je chatouille les fleurs du parc en leur disant des mots d'amour. Et sur le cheval de Jeanne d'Arc, je monte faire un petit tour. Demi-clocharde, chère et musarde, mi-suie, mi-neige dans les manèges de la city qui me sourit. Les cerisiers de Notre-Dame préparent leur dôme éclatant pour que je joue la joie dans l'âme. Communiante voilée de blanc, la Chevrolet de la voisine est bien agréable le soir quand les lumières s'agglutinent. Petit mouton à l'abreuvoir, je glisse dans les rues fardées, mon clair flacon entre les doigts, en écoutant Björk et Fauré, à l'autoradio qui rejoint. Demi-clocharde, chère et musarde, mi-suie, mi-neige dans les manèges de la city qui me sourit. J'atterris Plaza Athénée. De temps en temps la nuit. Demi-clocharde, Brigitte Fontaine, artiste très appréciée, Groland, hein, n'est-ce pas, Michael Cull? Eh bien oui, avec, ce n'est plus le journaliste qui parle. Ce serait un certain Benoît Delépine qui se fait passer pour Michael Cull. Le réalisateur, en tout cas, avec Gustave, on a tourné un film avec elle et franchement, ça va être une grosse claque. Mais c'est pas un long métrage malheureusement. Ah. Mais c'est encore pire. À venir. Donc avec Francis Kunz qui est là aussi, car il est 17h23 à Mufflin. Bah ouais, c'est pour ça que je suis là. Bah, bien sûr, c'est pour ça. Il est 17h23, c'est pour ça que je suis là. Juliette Arnaud, qui pour entourer nos illustres journalistes de la Principauté? Rouquetta Ouedraogo, Guillaume Meurice, puisque toujours pas le choix. Bah oui. Et Hippolyte Girardot. C'est contractuel. Voilà. Les informations de Parjupilande, c'est tout. Tant que vous avez l'unanimité, la fiscalité, la réglementation, la régulation fiscale nécessaire, vous n'y arriverez pas. N'engueulez pas les gens, ne nous engueulez pas trop. Si j'engueule. Le journal de presque 17h17. Arrête de gueuler, René. Arrête de gueuler, bordel. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on évoquera le déplacement d'Emmanuel Macron en Chine. Et il sera donc question de pouvoir absolu. On abordera également les derniers propos de Ségolène Royal. Il sera donc question de vide absolu. Et enfin, on parlera du passage de Daniel Cohn-Bendit sur France Inter ce matin. Ah oui, donc on parlera de vodka absolu. Et on commence avec la politique. Oui, hier, Ségolène Royal a déclaré sur BFM TV « Les Français subissent un sentiment d'abandon ». Oui, alors autant sur la politique, on lui fait pas trop confiance, autant sur le sentiment d'abandon, là, elle sait de quoi elle parle, hein, clairement. Ouais, cœur sur ta banquise. Lors d'un entretien dans Le Point, François Hollande a lui déclaré, je cite, « Un régime présidentiel à l'américaine, ce serait l'horreur ». Oui, alors autant sur la politique, on lui fait pas trop confiance à François Hollande, autant quand il nous parle de régime, non plus, en fait. Non. Politique encore ce matin. Daniel Cohn-Bendit était l'invité de la matinale sur France Inter pour parler de... Non, bah non. Ah bah si, il était invité ce matin. Non, mais parce que vous avez dit pour parler. Ah,
pardon. Il était invité ce matin pour hurler dans les oreilles des auditeurs, c'est juste. Et ça commençait très très bien. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Monsieur Demorand, je suis très bien à Radio Nostalgie Socialisme. Ah, c'est comme ça que vous nous appelez maintenant, Radio Nostalgie Socialiste. C'est le bon vieux temps ici. Voilà, donc c'est plus Dany le Rouge, c'est Dany le Vin Rouge directement. Oui, et nous sommes en mesure d'affirmer qu'il se trompe, car on a pu entendre ceci dans le journal de 7h30. Par le Premier ministre en personne, deuxième visite d'Édouard Philippe, pardon. France Inter, c'est aussi Radio Nostalgie RPR. En politique toujours, Alexandre Benalla réaffirme qu'il envisage de se présenter au municipal à Saint-Denis. On attend une belle baston au premier tour en perspective. Octogone au second tour. Bagarre. Média à présent sur BFM TV, Christophe Barbier a donné son avis sur la réforme de l'assurance chômage qui aura pour conséquence davantage de précarité. Moi, je crains que le gouvernement ait été un peu mi-chèvre, mi-chou. Il fait à la fois quelque chose de brutal et quelque chose qui n'est pas assez contraignant pour que les gens se disent « panique, je n'ai plus rien, je ne touche plus rien, je reprends ce qui passe ». Je crains que le gouvernement n'ait pas été assez net, assez thatchérien. Oui. Gouvernement pas assez thatchérien. Barbier veut que les gens paniquent. Je crois qu'il a trouvé le Joker en fait. Fellation toujours. Le médecin Michel Simès déclare Emmanuel Macron donne une bonne image de la France. Bien joué Michel. Rappelons que le léchage de cul des puissants est très bon pour votre santé. Votre santé financière essentiellement, bien sûr. International à présent, après 7 échecs, le leader du parti du Brexit anglais, Nigel Farage, renonce à se présenter aux législatives. Il renonce face à la défaite, le petit joueur. Encore un qui n'a pas fait l'école, François Bayrou. Au Brésil, suite à la marée noire qui touche le pays, le président Bolsonaro a déclaré « Le pire est à venir ». En effet, puisqu'il lui reste encore 3 ans de mandat. En Inde, le ministre de la Santé conseille aux habitants de manger des carottes pour mieux voir à travers le brouillard de pollution. Oui, ils vont surtout mieux voir qui se fout bien de leur gueule. Aux États-Unis, des élèves cherchent à joindre un centre d'appel de prévention du suicide et ils tombent sur le téléphone rose. Jean-Luc Lahaye a immédiatement demandé la nationalité américaine. Et enfin, pour terminer, toujours aux États-Unis, il déclare un colis suspect qui est en réalité une borne pour déclarer les colis suspects. Bon, a priori, Donald Trump sera réélu, sans problème. Pas de suspense. Il est 17h27 à Pourcel-le-Vieux et à Chichigneux, dans le Groland, plutôt de le Groland du Bas, là, parce qu'on est autour du lac des Sinoyers. Tout ça, on peut le voir dans la carte du Gros Livre, bien sûr, l'album de souvenirs du Groland. Alors, le président Macron est en visite de 3 jours en Chine. Dès sa première visite à Pékin, il avait promis de revenir chaque année. Il a emmené avec lui une quarantaine de chefs d'entreprise. C'est son petit 440 de voyage, on peut dire. Et Guillaume Canet, parce qu'il réalisera le prochain Astérix et Obélix dans la... Obélix aussi. Dans l'Empire du Milieu. Les relations franco-chinoises, un thème qui intéresse souvent la télévision grolandaise. En effet, nos voisins français se font humilier en ce moment par les Chinois avec leurs panneaux solaires à pas cher. Et il semblerait que les Chinois prennent un malin plaisir à humilier à tout bout de champ les Français avec leurs produits de merde. Et les Français ne devraient rien dire. Voilà, alors les Chinois osent le ton et les Français baissent le pantalon. Non. Je vais vous montrer qu'on peut faire peur et très facilement aux Chinois. Et voilà, chez les doigts, vous le voyez, l'ogre chinois peut aussi chier dans son froc. C'était Gustave de Kervern pour Benning Groland. Et il l'a vraiment fait, pour du vrai, au Trocadéro, Gustave de Kervern, bien sûr, dont le portrait est dans le Gros Livre. Alors, est-ce que feu le président Salengro, est-ce que le président actuel aussi du Groland a déjà effectué des voyages officiels en Chine? Quelles sont les relations de Groland avec la Chine? Alors déjà, il faut voir, peut-être que tout le monde s'en est pas encore rendu compte, mais le fait qu'on arrive à avoir nos objectifs de pollution en France, par exemple, il y a de moins en moins de pollution, mais c'est parce que, bien sûr, on a exporté toutes nos usines en Chine. Donc, c'est on va dire, la Chine, c'est le pot d'échappement de l'Europe. On est bien d'accord? Mais alors là, Macron est en train de faire encore mieux parce que non seulement ils vont avoir la fumée, mais maintenant, on leur vend des centrales nucléaires qui marchent pas en France, mais qui devraient marcher en Chine normalement, si tout se passe bien. Et donc, la 3e étape, elle est déjà là. Maintenant aussi, nos acteurs de merde, visiblement. Michael Kell, donc pour le Canal International. Alors, quand on a Francis Kunz, quand on est une principauté comme la vôtre, qui compte 19 pays limitrophes, je le rappelle, on a la diplomatie dans le sang, on le sent, c'est votre truc, la diplomatie. Enfin, vous, c'est plus vers l'Allemagne et l'Autriche, mais... Oui, mais ça reste quand même de la diplomatie. Oui. Non, mais on doit aussi être ouvert aux autres pays. Pourquoi l'Autriche? Pourquoi lui rappeler que
que c'était là où est né Adolf Hitler. Attends, ils y peuvent rien, les Autrichiens, c'est pas de leur faute non plus. Hein. C'est pas non plus la peine de s'en vanter, hein, comme certains le font. Hein. J'ai des amis de blanc plateau. Mais alors justement, Francis Kunz, il y a quand même une grosse révélation dans le gros livre, à travers un film que vous avez réalisé, Le Calvaire du Christ. Oui. Vous précisez que, selon vous, ce sont les Chinois qui ont dénoncé Jésus aux Romains, jaloux que ce dernier est un plus grand phallus. Oui, Est-ce que vous ça... ne craignez pas que cette affaire ressorte au moment de la visite du président Macron en Chine? C'est là qu'on se retrouve effectivement dans le même chemin que Zemmour. C'est-à-dire, moi, j'essaye de voir aussi l'histoire passer pour essayer d'éclairer notre avenir, d'essayer donc c'est vrai que, évidemment, c'est des choses que personne n'ose dire. Très clairement. D'accord. Francis Kunz, avec nous de Canal Régional, bien sûr, et Michael Keul du volet international. Rouketam Ouedraogo, justement, on parle d'international, hein, et là, on me dit que vous n'êtes pas contente. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Charlie, je ne suis pas contente du tout. Et d'ailleurs, je voudrais profiter, dire aux Gondouanais ici présents, pardon, aux Grolandais. Le Gondwana, c'est l'autre, c'est chez Maman. Oui, aux Grolandais ici présents, que je ne vous félicite pas du tout. Je suis étonné. Comme on dit chez moi, l'homme retient ses souffrances mais oublie ses méfaits. Alors, permettez-moi de vous rappeler qu'en 2014, des journalistes grolandais sont venus enquêter dans mon pays, le Burkina Faso. Et laissez-moi vous dire que leur passage a laissé des traces. Comme d'habitude, ces journalistes se sont assis sur la déontologie et l'éthique pour mieux courir après le sensationnalisme, et le résultat n'est pas jojo du tout. À la recherche du poids des mots et du choc des images, ils ont trouvé cette femme qui s'était fait greffer le derrière devant. Or, comme on connaît l'effet loupe de la télévision qui fait passer une aberration exceptionnelle pour une norme nationale, après avoir vu le reportage, toutes les filles du pays se sont dit que si cette fille-là passe à la télévision, c'est qu'avoir le derrière devant, ça doit être un phénomène de mode. Du coup, on a vu fleurir partout des boutiques de chirurgie esthétique. Même tonton Théophraste, qui est professeur de chosologie, spécialiste en toutes choses et réparateur de clim à l'université de Ouagadougou, s'y est mis aussi. Non, pas tonton Théophraste quand même. Oui, ma sœur. Lui, le long crayon, l'intellectuel de la famille, s'est subitement découvert des compétences en anatomie et s'est associé à mon frère qui a son brevet de secourisme vétérinaire pour ouvrir une boutique de greffe de derrière devant pour les filles complexées par les derrière. Bon, au début, il y a eu de la perte. Bon, c'est-à-dire que l'opération est assez délicate aussi. Mais comme vous le savez, nous les filles, nous sommes prêtes à tout dès qu'il s'agit d'être à la pointe de l'esthétique. Et avec l'entraînement, ils ont quand même réussi à réaliser des derriéroplasties. Ah oui. Enfin, quand je dis réussir, les premières patientes vivantes repartaient avec le derrière sur le dos, sur le côté, ou bien une fesse à la place de chaque oreille. Enfin, pour les moins ratés. Leur plantage le plus célèbre, c'est Émilienne. Oh, Émilienne. Émilienne a eu le derrière greffé à la place du visage. Bon, au début, elle n'était pas contente du tout, mais alors vraiment pas contente. Mais bizarrement, avec son gros popotin posé sur les épaules, Émilienne a connu un franc succès auprès des gens. Et c'est d'ailleurs avec Émilienne que tonton Théophraste et mon frère ont lancé la mode du derrière facial. Vous imaginez même pas ce que la diffusion de ce sujet a eu comme impact au pays. Le reportage des journalistes grolandais a entraîné des bouleversements sociétaux tels que l'industrie des toilettes a dû repenser entièrement l'ergonomie de ses cuvettes. Les stylistes se cassent la tête pour créer des lignes de vêtements en phase avec ces nouvelles morphologies. Et je ne vous parle même pas des accidents de la route. Allez-y conduire une voiture quand vous avez un derrière à la place du visage. Mais en même temps, ça stimule la créativité, je dois dire. Et tonton Théophraste, qui a toujours une longueur d'avance, vient de publier une version adaptée du Kama Sutra. Bon, je voulais vous le montrer, mais quelqu'un de l'équipe me l'a piqué. Tonton a même enrichi l'offre de sa clinique. Il propose maintenant aussi de modifier l'emplacement des arguments virils. Et ça connaît un succès auprès des garçons. Et c'est là que je dis stop. Non, mais là, ça dépasse les burnes. Oh, pardon, les bornes.
Alors, j'aimerais qu'une fois rentré chez vous à Groland, vous repreniez en main la filière médiatique et invitiez les journalistes à réfléchir un peu aux conséquences de leurs reportages. La déontologie et l'éthique, ce n'est pas fait pour les chiens, nom de Dieu. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Merci Roukiata Ouedraogo qui brigue le poste d'ambassadrice du Gondwana dans la principauté de Groland. Mais si à vous part ça, êtes, c'est vrai, hein, on a vraiment essayé de faire une version africaine du Groland et tout. C'était top, hein, Je l'ai vu, franchement. c'était génial. C'est très drôle. Et puis on est allé là-bas, toute l'équipe de tournage est allée là-bas et tout s'est super bien passé. Les gens C'est super bien passé. Et quand on est parti, il y a eu un coup d'État. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, le ballet Carrément, il y a citoyen. un coup d'État juste derrière. Ça, c'est l'effet Groland. Ça, Merci Roukiata Ouedraogo. Demain, vous jouez à Pont-d'Haute-Mer, c'est dans l'Eure. Puis vous jouez mercredi à Gassé, jeudi à Mel-sur-Sarthe, vendredi à la Ferté-Massé, c'est-à-dire que vous êtes en tournée dans l'Orne et dans l'Eure, je l'ai dit, toute cette semaine, Roukiata Ouedraogo. Merci. Nous sommes avec Francis Kunz et Michael Kull. On parle de Groland jusqu'à 18h. Vous écoutez France Inter. We used to play pretend. You and me thought it might never end. Now I wonder where you've been. I sit around and miss you. The fireflies would glow, turning all the darkness to show. Oh, what made us let it go? I sit around and miss you. I miss you all for bed now. I miss the friend I had now. I miss you. Now when it's getting dark, I walk beside our ghost out in the park. Oh, we sure did leave our mark. I sit around and miss you. I miss you all for bed now. I miss the friend I had now. I miss you. I sit around and miss you. The Black Keys, Sit Around and Miss You. Il est 17h38 à Pleurouille sur Mandebouze. C'est près de Blugnon-la-Bedouille, dans l'est. Là, on est plutôt vers l'est du Groland, non loin du Mont Fourchu, situé dans le même massif que le Mont Glandeur. Tout ça, c'est sur la carte, bien sûr, qui est disponible dans le gros livre. Il n'y a pas de quoi rire. Hein. Ouais, bien sûr, franchement, on se moque comme ça des lieux dits de Grolandais. On ne fait pas ça ici. Bah, Voilà. Surtout dans un pays où il y a un bled qui s'appelle Bourg-la-Reine. Je sais pas, moi, je me ferais petit, les enfants, là. Hein. C'est vrai. Francis Kunz, Michael Kull avec nous et bien sûr leur héritier, Guillaume Meurice. Ben, je suis désolé d'interrompre le passionnant débat sur le voile pour vous parler chômage. En même temps, le voile, je crois que ça y est, on a fait le tour. On a eu l'avis d'Audrey Poulevard, Daniel Cohn-Bendit ce matin. Je crois que c'est bon. Il manque plus que l'avis de Xavier Dupont de Ligonnès, mais bon, il répond pas au téléphone. Il a pris un boulard, le gars, depuis la une du Parisien, laisse tomber. Quoi. Bon, en attendant, donc on va parler chômage parce qu'il y a une belle réforme qui est entrée en vigueur le 1er novembre. Là, une réforme assez brutale. Pour vous donner une idée, elle est aussi dure que Patrick Bruel devant une masseuse non consentante. Vraiment de la réforme bien dure. Baisse des allocations, 6 mois pour déclencher les droits, plus de flicage. La ministre du Travail, Geoffroy Roux de Pénicaud, a frappé vraiment très très fort. Et les Françaises et Français sont en colère. Moi, je le sais, je suis allé les voir encore ce matin. Parce que n'oublions pas que nous sommes un peuple issu de la solidarité et nous sommes également un peuple de solutions.
La solution, c'est de libéraliser le travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire libéraliser le travail? Ça veut dire que l'impôt sur les sociétés soit moins lourd. On n'a plus d'argent. Donc il faut que tout le monde comprenne bien ça. On ne peut pas s'en sortir. Par contre, ce qui serait bien, c'est que les chômeurs soient dehors en disant libéraliser le travail, qu'on nous emploie. Eh ben oui, allez, les chômeurs, là, il faut y aller manifester avec les patrons pour qu'ils payent moins d'impôts sur les sociétés. Bernard Arnault, s'il vous vire, vous le prenez par la main, vous allez manifester ensemble. C'est quand même pas compliqué. Ils ont que ça à foutre, les chômeurs. Franchement, allez, on continue. Comment faire pour aider les chômeurs? Il n'y a que les chômeurs qui peuvent juger. Et comme les chômeurs ne voient que leur intérêt, se posent jamais la question d'où vient l'argent. Bon, le chômeur est égoïste alors? Le chômeur, je pense, est un peu égoïste. Oui. Oui, il faut le reconnaître. Fumier, le chômeur. Non, mais c'est vrai, le chômeur. Oui. C'est un fumier, on peut le dire. N'ayez pas peur des mots. Vous avez déjà été mangé chez un chômeur? Il vous file les premiers prix Lidl. Enfin, vraiment, le chômeur garde tous les bons produits pour lui. À la Saint-Valentin, le chômeur, qu'est-ce qu'il offre à sa femme? Des MST. Voilà. Et encore, quand il veut bien partager un truc, le chômeur, merci, super sympa. Allez, on continue avec une autre analyse de la recherche d'emploi. On a favorisé ceux qui voulaient rien foutre. Quelle est la part de gens qui veulent rien foutre et la part de gens qui cherchent vraiment? Il y a au moins 50% qui trouvent que c'est une situation qui n'est pas mauvaise. Il y a la moitié des chômeurs qui le vivent bien, vous pensez? Oui, je pense. Ils sortent d'où ces chiffres? Ces chiffres-là, on va d'une constatation. Vous êtes un peu statisticien en freelance. Disons observateur. Voilà, c'est ça. De toute façon, les chiffres, personne n'y comprend rien, alors autant les inventer. On est sur du 50-50, puis on est bon, quoi. Vous voyez, lui, il est prêt pour la chronique économie du matin sur France Inter. Dominique Seux, il a été recruté comme ça. Comme quoi on peut trouver du travail sans compétence, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, et puisqu'on est sur de l'observation, continuons avec un autre monsieur qui a du recul sur le travail puisqu'il est en retraite. Écoutez, monsieur, à partir du moment où vous ne donnez plus d'argent à quelqu'un, il faut se mettre à travailler, pas de problème. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une extrême pauvreté? Mais, monsieur, si vous vous mettez à terrasser des cafés, monsieur, dans l'après-midi quand il fait beau, si vous interrogez les gens, la moitié des gens sont les chômeurs. Ils sont assis, qui payent le café plus cher qu'ils sont au bar. Alors, écoutez, c'est pas normal, ce truc-là. C'est pas normal, ça. Et on n'en parle jamais, ça, dans les médias. Il y a des chômeurs qui se foutent en terrasse alors que le café, c'est moins cher au bar. Ça va? On vous dérange pas trop, les chômeurs? On est tranquille, j'en ai vu prendre du sucre, même dans leur café. Carrément, la vie est belle, quoi. Putain. Quand c'est gratuit, le chômeur. Ça, le chômeur, il hésite jamais, quoi. Bon, heureusement qu'il reste des résistants, comme ce monsieur qu'on vient d'entendre. Et il est analyste aussi. Non, mais s'il n'y a pas de chômeur, il n'y aurait pas de syndicat. S'il n'y a pas de chômeur, il n'y aurait pas de syndicat. Ah non, parce que c'est les chômeurs qui les font vivre, les syndicalistes. Que croyez-vous? Ah bon? Comment vous ne saviez pas? On peut se séparer des syndicalistes. Voilà, il faut le faire. Voilà. Est-ce que les syndicalistes, c'est le problème en France, principalement? C'est numéro 1 pour moi. Il y a le Parti communiste aussi. Voilà, évidemment, les syndicats et le Parti communiste. Alors là, je suis tombé un petit peu... Voilà. Je suis tombé un peu sur le maître à penser de Francis Kuntz. Non, mais vous avez retrouvé des interviews de monsieur Dassault. C'est vrai, on dirait un peu, ouais. Vous avez des sacrés d'archives ici. Bon, en tout cas, il a 2 ennemis, les syndicalistes et le Parti communiste. Donc, a priori, il aura bientôt plus d'ennemis, ce monsieur. Bonne nouvelle. Mais est-ce que ça va régler le problème du chômage? Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec les chômeurs, quoi? Il faut éliminer les gens. Quand un chirurgien vous ouvre le ventre, vous avez un mal au ventre. Qu'est-ce qu'il fait, le chirurgien, quand il voit le mal? Il existe, ça va, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne le conserve pas, il le retire du corps. Retirons les gens malades de la France. Les chômeurs, ça fait partie des gens malades? Ah, pour moi, oui. Eh ben oui, mais bien sûr. Attendez, mais il a raison, faites pas les choquer. Il a raison. C'est pas Dassault, c'est monsieur Hitler. C'est monsieur Hitler. Il y a une filiation. Mais en tout cas, voilà, il a raison. Il devrait bosser également pour le ministère de la Santé. On retire les gens malades de la France. Bon, autant dire qu'autour de cette table, il reste plus grand monde. Parce que les intermittents, je vous vois, ça pue le chômage par ici. Alors, évidemment. C'est un termite pas mal. Voilà, c'est un termite à mort. Alors, évidemment, éliminer les gens, c'est pas si simple. Ce monsieur, il a quand même une solution. Alors, c'est pas difficile. On refait les prisons en Guyane comme dans le temps. Attendez, vous êtes pour envoyer les gens qui n'ont pas de travail en France? Qui travaillent là-bas, qui ont la qu'à les mettre là-bas, ils travaillent là-bas en Guyane. Vous êtes pour les envoyer en Guyane? Mais naturellement. Mais ça coûte très cher, ça, quand même, non? Pour qui? C'est une idée. Envoyer tous les chômeurs en Guyane. Parce qu'ils ne reviennent pas de là-bas quand ils partent là-bas. Quand on part en Guyane, on revient plus en France. Et ben voilà. Oui, quand je pourrais avoir le numéro de téléphone. Faites pas semblant de pas le connaître. À mon avis, il est déjà dans votre répertoire, Francis. Mais il y a une logique, en tout cas, quand on part dans un département français, on ne revient plus en France. Ça, c'est logique. Alors, c'est pas mal, mais évidemment, il y a mieux. Il y a le gouvernement français. Pour être sûr que cette réforme n'aura pas d'impact trop grave sur la pauvreté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément supprimé l'Observatoire de la pauvreté. Malin. Ça, c'est du très très bon travail. Guillaume Meurice, merci.
Et merci aux gens. Oui, merci aux gens qui ont beaucoup écouté Francis Kunz pendant des années. Et voilà le résultat. Trop pris au premier degré, je pense. Et Michael Cull, ils sont avec nous, bien sûr. On parle du gros livre, l'album de souvenirs de Groland. Coédition Canal+, et Hugo Dezinge. Il va me piquer mon boulot. C'est mal barré, en effet. J'aime pas beaucoup ça. Juliette Arnaud, un sujet encore spécial grolandais. Oui, alors on a bien rigolé avec le péril jeune il y a quelques années. Voici le péril vieux. En France, un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2050. En comparaison, en 2005, c'était seulement un Français sur 5. Mais pour autant, pas de quoi paniquer selon le magazine Uzbek Erika, parce que les nouveaux vieux, ils sont différents. Parce que les vieux avant, on avait l'impression que c'était le dernier qui avait parlé qui avait raison, et le dernier qui avait parlé, c'était la télé. Palambier est comme un gâteau sur lequel une truie aurait fait son nid, écrivait Léon Pintu, le célèbre poète jumeau. Pourtant, à Palambier, la population n'est pas tranquille. Ah non, on n'est pas tranquille. En fait, on a peur à Palambier. Oh oui, on a peur, nous, à Palambier. On est même effrayé. Oh oui, on est effrayé. On ne sort plus le soir. On sort plus le soir. Pour ainsi dire, on se barricade chez soi. Bah, c'est bien simple, je me barricade chez moi. À Palambier, on vit une véritable psychose. On vit une véritable psychose. Et on a une gueule de con. J'ai une gueule de con. Bref, à Palambier, il n'y a que des vieux, et les vieux, on leur fait dire n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, j'imagine que vous avez reconnu de qui il s'agissait. En tout cas, c'était un Palambier. Ça, c'est sûr. Je vais forcément vous poser la question, puisque Groland, c'est quand même l'émission où les personnes âgées sont pour de vrai représentées. L'invisibilité des plus de 80 ans, c'est pas chez vous. Alors j'y vais, tout de go. Le droit de vote a-t-il, oui ou non, une date de péremption ? Mais en fait, je trouve qu'il faut quand même avoir des priorités maintenant. Aujourd'hui, vous savez, on approche de la fin du monde. L'écologie, c'est quand même normalement la priorité. Et donc, je trouve qu'on ne devrait plus donner le droit de vote aux jeunes et seulement aux vieux. Parce que les vieux, c'est les seuls qui ne peuvent pas faire d'enfants. Ça, voilà. c'est malin. Et qui dit pas d'enfants égale plus de problèmes à terme. Vous voyez ? Oui, la fin du monde arrive quand même, mais plus tard. Alors moi j'ai une autre analyse. Francis Kunz. Ça me permettrait d'ailleurs de faire une autopromotion, si vous me le permettez. Je vous en prie, Francis. Entre confrères. Oui, bon, c'est pas que j'aime le pognon, hein, mais bon, je suis pas contre non plus. Je crois que j'avais fait une très bonne analyse dans une œuvre musicale et qui s'appelle « J'ai 55 ans, après moi le déluge », que vous pouvez retrouver sur Internet. Tapez Francis Kunz. J'ai 55 ans, après moi le déluge. Ouais, parce qu'en plus, on est en train de s'arranger avec la SACEM pour avoir des droits d'Internet, parce que bon, il a écrit ça il y a 10 ans. Ouais, bon, il a dit, oui, j'ai écrit ça il y a plus de 10 ans même. Il y a 7-8 ans, quoi. Il faut que je calcule. Enfin bref. Où je résume la situation par rapport à l'écologie. J'ai 55 ans, donc j'en ai rien à foutre de l'écologie. Au contraire, je pense qu'effectivement, il y a débat. Non, il n'y a pas débat. Non, quand on est vieux, on en profite, quoi. Et les jeunes, qu'est-ce qu'on en a à foutre, Si j'essaye de résumer ma politique, c'est complexe à résumer. C'est complexe, je vous l'accorde. Mais en gros, c'est ça le message. On est vieux, on n'en a rien à foutre. Je roule au diesel, je prends un bain. C'est quand même mieux les bains que les douches. Ça veut dire qu'il faut plutôt leur retirer le droit de vote. Moi, je croyais défendre les vieux et tu me dis donc, Michael, que... Ce que dit le magazine Uzbek Erika, c'est que les nouveaux vieux, ce sont les baby-boomers, c'est-à-dire la génération qui est née entre 1946 et 1964. Oh, ça va, c'est vous. Je suis largement en dessous. Non, c'est vous. En 37, moi, je suis né. En 37, vous êtes né en 1950. Il est nostalgique de la collaboration. Attends, comment elle sait que je suis né en 1956, Juliette? Parce que je travaille et je tape Wikipédia. Donc ça fait que vous êtes deux baby-boomers. Donc, bien sûr. Je voulais vous dire que c'était vous les nouveaux vieux et je voulais vous dire ça va? Oui, non, bien sûr. Moi, je sais pas, je vois mon médecin demain. Je vous dirais ça. En tout cas, on a l'impression que ça va. On peut dire que les vieux, ce sont les forces vives de la présipauté de Groland. Ça se voit. C'est les forces vives. Vraiment, à 86%. Comme on parle d'une douleur vive. Oui, bien sûr. Mais vous êtes les seuls à les montrer, les plus de 80 ans, clairement à la télévision. C'est vrai, les autres ont un peu honte. C'est juste. Et on embrasse Papy Trompette. 17h48. Est-ce que ce ne serait pas l'heure d'Hippolyte Gérard
Girardot. Tiens. Un autre baby boomer. Ouais. Ah, voilà Hippolyte. Alors voilà, ça se passe pas chez vous, ça se passe plutôt à Paris, mais en ce moment, dans Paris, une magnifique affiche se remarque. On voit une femme, dos nu, les bras levés au ciel, qui se dresse face aux montagnes enneigées. Elle a les cheveux courts, porte autour de son cou un collier fait de billes d'acier et tient dans ses poings les gants de ski qu'elle portera tout à l'heure pour redescendre du sommet. Cette affiche est sûrement une des plus érotiques qu'on a jamais vues dans Paris. Car si on ne voit rien, on sait que tout est là, derrière ce dos puissant, offert aux pointes des Alpes. Et ce que nous savons aussi est que le froid donne la chair de poule. Le contraste entre la température ambiante à 2000 mètres d'altitude et le soleil qui vient lentement réchauffer le corps ne peut que créer des réactions physiques et physiologiques. Ce qu'on appelle la chair de poule, le réflexe pilomoteur. Les aréoles qui sont, je le rappelle pour nos jeunes auditeurs fascinés par l'architecture de leurs copines, qui sont les parties colorées autour des mamelons, se contractent à basse température, ce qui par un effet mécanique redresse les pointes des seins, qu'ils soient masculins ou féminins. Nous sommes des machines formidables, oui. Baby boomer ou pas. Mais il y a autre chose qui peut rendre ces petits boutons de chair ultra sensibles. C'est l'excitation sexuelle. Et c'est bien évidemment l'association inconsciente que l'affiche suscite quand elle se dresse au coin d'une rue. Cette femme a froid, sa poitrine qu'on ne voit pas, manquerait plus que ça qu'on nous grille les fantasmes, se dresse joyeuse face aux Alpes. Nous sommes fascinés de désir. Par sa beauté, sa force, par cette femme dans toute sa féminité. L'érotisme pur, inattaquable par la censure. Bon, mais pour qui, pourquoi cette affiche, C'est une publicité pour un déodorant, une retape putassière pour une station de ski désertée, un remake de Rocky féminin en noir et blanc. Non, pas du tout, pas du tout. Cette photo qui date des années 30 est celle de l'exposition consacrée à Charlotte Perriand, extraordinaire architecte qui a révolutionné l'architecture d'intérieur au point qu'aujourd'hui nous vivons et achetons encore sous son influence. Mais dont l'œuvre géniale a souvent été attribuée à celui avec lequel elle collaborait, Le Corbusier. Et c'est le destin trop connu de ces femmes obligées de rester in the shadow. Parler d'un film, d'une pièce de théâtre, d'une musique ou d'un livre est facile, mais raconter l'architecture est complexe. La décrire est vain puisqu'elle ne se comprend qu'en marchant en elle, en la visitant passer sa façade. Aussi casse-tête que de raconter la personne qu'on aime et qui n'est pas tout à fait celle que son apparence raconte une fois qu'on en a fait, si je puis dire, la visite, intimement. Les mots ne suffiraient pas pour dire toute l'intelligence créatrice de cette femme qui a imposé à l'époque Art déco, qui est une sophistication bourgeoise, une ligne simple, inspirée de la civilisation industrielle du début du siècle. Elle s'est fait remarquer à 24 ans en créant un aménagement de salon en carrosserie d'automobile, a vécu et travaillé au Japon quand c'était encore la lune pour les Occidentaux, et a renoué avec ses racines savoyardes en créant la station des Arcs, dont l'idée était que chacun puisse profiter du panorama. Alors oui, femme géniale, dans un monde masculin fortement machiste, Charlotte Perriand peut bien lever les bras au ciel, nue devant ces montagnes. Elle est une sorte de Rocky Balboa. Je vous redonne les coordonnées de cette exposition indispensable, Le Monde Nouveau de Charlotte Perriand, à la Fondation Vuitton, à Paris, jusqu'au 24 février. Merci Hippolyte Girardot. Dites donc, cette affiche vous a tellement inspiré. Je suis tout excité. Bah oui, je comprends bien. Si j'ai bien compris, dans les baraques de Charlotte, elles étaient belles, mais ça caillait, quoi. Un bon résumé. Michael Kuhl avec nous, Francis Kunz également. Il est 17h52 à Murnion-sur-Gros, là où non loin coule la Pissette, la rivière qui est un affluent du Gros, le fleuve qui traverse bien sûr la Présipauté. Le prix Goncourt a été décerné ce midi à Jean-Paul Dubois. Amélie Nothomb passe à côté pour la 3e fois. Oui, mais attendez, non, parce que là je m'inscris en faux. Oui. Le prix Goncourt peut-être, mais le prix Groncourt. J'allais vous en parler. Le prix Goncourt, le Goncourt, c'est une part de l'esprit français. Le Groncourt, c'est une part de l'esprit grolandais. D'ailleurs, au Groland, ce sont majoritairement les auteurs français aussi qui peuplent les librairies, bien sûr, et les émissions littéraires. Amis téléspectateurs, bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière car je reçois Paulo Pulitzer pour son dernier roman, En attendant mes sous. Bonsoir, monsieur Kunz. Bonsoir. Alors, je disais une émission particulière parce que c'est vrai que c'est la première fois que je vous reçois dans cette émission et surtout parce que vous êtes connu pour ne jamais écrire vos livres. Tout à fait. Alors, et comme moi, je suis connu pour ne jamais lire de livres, vous voyez le numéro d'équilibriste qui nous attend. Tout à fait.
Francis, c'est un extrait de votre émission littéraire, bien sûr. Alors, expliquez-nous, Francis Kunz, Michael Kuhl, comment ça se passe le prix Goncourt au Groland? Il y a plusieurs votes. Le prix Goncourt, enfin, c'est un peu comme le football, c'est-à-dire qu'il tout se décide à la troisième mi-temps. C'est-à-dire que il y a vraiment des votes, il y a généralement des finalistes, et puis après, on passe à la troisième mi-temps, et là, dans l'inconscient collectif, à la fin, ressort un nom de gagnant. D'accord, donc c'est au moment du pouce café ou Non, c'est même après, quoi. c'est le dernier qui arrive à parler, en fait, qui signale le gagnant. Et là, cette année, j'ai l'honneur, c'est un scoop, de vous dire que le prix Goncourt 2019, qui a été remis en même temps que son homologue français, mais à la Pomponate, à l'ambassade du Groland, le prix Goncourt est revenu à Gros Livre. Aux éditions Hugo de Saint. Ça, c'est une surprise. J'allais vous demander s'il était dans la sélection, mais c'était bête comme question. Hein. J'aurais dû m'en douter. Quelles sont vos lectures à tous deux, Francis Kunz? Si vous ne lisez pas les livres des auteurs que vous recevez, j'imagine que vous lisez les livres des gens que vous ne recevez pas, peut-être? Des livres d'histoire, essentiellement. D'accord. La dernière guerre mondiale. Ouais. Par Robert Faurisson ou pas? Alors, on a beaucoup pergoté. On a des livres de science-fiction. Science-fiction. D'ailleurs, je vous conseille un auteur chinois, d'ailleurs, puisqu'on parle de la Chine, qui s'appelle Liu Cixin, qui a écrit Le problème à 3 corps, 3 volumes. Et là, je viens de lire son dernier volume, La foudre en boule, que je conseille à tous vos auditeurs. Très bien, les conseils lecture de Michael Kuhl, bien sûr. Non, ça c'est les conseils lecture de Benoît Denis. Non, les conseils de lecture de... Non, parce que moi j'ai donné les conseils de lecture de Francis Kunz. Et alors les conseils de lecture de Francis Kunz, le vrai Francis Kunz? Le vrai Francis Kunz, il relie toute la collection des Ricochets. Si vous voulez lire de la merde, lisez Ricochet. C'était sorti au Lombard, c'est vraiment, c'est fantastique. C'est vrai que derrière vous, il y a le bédéiste. Oui, je disais l'autre jour à mon ami Benoît Delépine que j'aime bien tout ce qui est vraiment à chier ou les chefs-d'œuvre. Moi, au milieu, j'aime pas. Ce qui fait que j'aime pas grand-chose, en fait. Les chefs-d'œuvre, ça reste peu de choses, c'est vrai. Les Tassis des muses aux poches, par exemple, c'était bien par Nicolas Hou. Bon, ça, c'était vraiment de la merde. Ou de la merde ou des chefs-d'œuvre. Juliette Arnaud, vous avez une dernière séquence dans l'émission pour nos amis de la Présipauté. Oui, c'est un questionnaire par Juppy Gros-Proust. Donc il s'agit de réponses. Recommence, Juliette. C'était difficile. Alors d'habitude, c'est le questionnaire de Juppy Proust, mais comme c'est vous, c'est le questionnaire de par Juppy Gros-Proust. Allez, on y va. Première question. Sur l'échelle de 0 à 10 de la solographie, 0 étant Bernadette Soubirous et 10 étant le célèbre duo Bukowski-Depardieu, où vous situez-vous? Michael? Ça dépend à quelle heure. Hein. Là, je suis à 0. Là, mais ce soir, je peux atteindre un 9 assez facilement. Francis? J'ai pas compris la question. Bon, alors Francis, quelle est votre qualité préférée chez Emmanuel Micron? Non, j'ai le défaut. Ah bah d'accord. Son indisponibilité, comme il bosse à la SNCF, c'est insupportable, on peut jamais l'avoir. Il va avoir de la dispo, à mon avis, dans les semaines qui arrivent. Là, il est assez disponible en ce moment. Alors, on sait que Michael Kuhl a beaucoup d'affection pour les moutons. Francis, avec quel animal aimeriez-vous faire l'amour? Une fois son consentement obtenu, bien sûr. Avec un koala. Pourquoi? Pour la taille, normalement, ça ne doit pas être trop. Mais je pense, un petit koala. Mais un koala fontaine. Ok, on passe à la question suivante. Vous bossez tous les deux pour le musée du slip de Bruxelles. Vous mettez une option sur le slip de quelle personnalité politique vivante? Oh, mais je croyais qu'il était fermé, le musée du slip. Je l'ai rouvert. C'est vrai. C'est génial. Il y a toujours la galerie de Yann Bucois, rue Haute à Bruxelles. De Yann, ouais. Alors, la personnalité, le slip de quelle personnalité vivante? Une personnalité, son slip. Ouais. Ça dépend. Moi, je suis pas tellement. Non, moi, si. Plutôt. DSK, je dirais. Oui, voilà. C'est une vraie cartographie. Il doit y avoir plein de. Il y a pas que la carte. Il y a des analyses à faire. Il n'y a pas que la carte. Il y a un incendie au musée du slip. Vous sauvez quoi? Un chat ou le slip de Christophe Salengro? Le slip de Christophe. Une dernière question. Dieu a pris une décision. Chaque érection se signalera désormais par un bruit distinctif. Pour Guillaume, ça fait comme ça. Banzai! Et vous? Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas entendu. Et vous, Francis? Moi, si ça faisait bip, ça ferait bip, 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 tout le temps.
Merci beaucoup Michael Kuhl, merci Francis Kunz. On rappelle bien sûr l'album Souvenir de Groland paru chez Hugo Dezinge. On vous le recommande chaleureusement. Et puis Groland, c'est sur Canal le samedi à 20h40 en clair. Profitez-en bien sûr. Merci les amis, merci à tous autour de cette table et je vous dis à demain où nous recevrons, accrochez-vous bien, M. Pokora. Communication à caractère promotionnel. La Française des Jeux entre en bourse. Bientôt, vous pourrez investir dans une entreprise performante, en croissance et utile à tous, avec environ 3,5 milliards d'euros reversés chaque année à la collectivité. Entrez dans l'histoire, entrez dans le capital de FDJ.